en le liant à un scandale au Salon Royal, la fleuriste qui a démasqué le magnat. Arrêtez-vous là avant de vous plonger dans ce drame explosif de la haute société qui vous laissera sans répit. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Mettez un j'aime à cette vidéo si vous croyez que la vérité finit toujours par éclater. Maintenant, préparez-vous à un rebondissement que même le meilleur écrivain n'aurait pu inventer. L'air dans la grande salle de bal, dense de l'odeur de l'argent et de parfums coûteux, semblait soudain raréfié, impossible à respirer. Des centaines d'yeux, aiguisés comme des éclats de verre, se plantèrent sur elle. Sur scène, Carla Montalvo, une vision en soie cramoisie, tenait le microphone comme une arme. Sa voix, amplifiée pour remplir chaque recoin, dégoulinait d'un doux venin. Bien que la décoration soit pittoresque, ronronna-t-elle, une petite moue jouant sur ses lèvres, on se demande si le gala stellaire a réduit ses standards en engageant une fleuriste inconnue et de bas étage. Les mots résonnèrent comme l'exécution publique d'un rêve. Dans la foule, Elena Valdés, la fleuriste qui n'était personne, sentit le sol se dérober, son cœur se précipitant dans l'abîme. Elle était invisible jusqu'à ce qu'elle cesse de l'être. Jusqu'à ce que l'homme qui lui avait brisé le cœur, Alejandro Ferrer, commence à marcher vers la scène. Son visage était un masque de fureur. 2 ans. 730 jours s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'Elena Valdés avait porté une robe coûtant plus cher que ses courses mensuelles. 730 jours depuis que le nom Ferrer était un bouclier au lieu d'une cicatrice. Maintenant, debout dans le couloir de service de l'opulent Salon Royal de l'hôtel Ritz à Madrid, elle n'était qu'Elena, propriétaire, créatrice et unique employée de la fleuriste Acanto, une entreprise florale qu'elle avait construite littéralement à partir de zéro. L'air à l'intérieur du salon était une symphonie d'arômes, canard rôti, champagne millésimé et la douceur des parfums. Mais par-dessus tout cela, Elena pouvait sentir l'odeur de son propre travail. L'odeur propre et verte de l'eucalyptus, le parfum épicé d'Élise Stargazer et la fragrance délicate, presque fantomatique, des orchidées fantômes qu'elle avait obtenues avec tant d'efforts pour les centres de table. C'était sa fierté, sa signature, un murmure de l'artiste qu'elle avait l'habitude d'être. Sa vie était maintenant un rythme tranquille de voyage à l'aube au marché aux fleurs, de terre sous ses ongles et de la simple satisfaction de tirer la beauté de tiges nues. Elle vivait dans un petit appartement d'un quartier humble, à un monde de distance du penthouse de la rue Serrano, qu'elle avait autrefois partagé avec Alejandro Ferrer. Le divorce avait été rapide et brutal. Ses avocats l'avaient appelé « différence irréconciliable ». Elena l'avait appelé un échec complet du système. Alejandro, le garçon qu'elle avait rencontré dans une bibliothèque universitaire, était devenu un homme consumé par son empire, Innovations Ferrer. C'était un titan de l'industrie, un génie en logistique et IA, mais quelque part en chemin, il s'était déconnecté de son mariage. Le coup final ne fut pas une dispute tonitruante, mais une réunion calme et stérile dans le bureau de son avocat. Il l'avait regardée avec la même analyse dépassionnée qu'il consacrait à ses rapports trimestriels, ses yeux ne révélant rien. Il croyait qu'elle avait été infidèle, un mensonge venimeux chuchoté à son oreille par une source fiable qu'il avait refusé de nommer. L'accusation fut si ridicule, si contraire à son être, qu'elle fut trop stupéfaite pour se battre. Son amitié platonique tranquille avec son vieux mentor, un botaniste retraité nommé D. Ricardo Ortega, avait été tordue en quelque chose de sordide. Alejandro,
L'homme qui avait autrefois affirmé connaître son âme avait cru au mensonge sans poser de questions. Alors elle était partie avec un accord modeste et le cœur détruit, refusant de prendre 1 centime de plus que ce dont elle avait besoin pour recommencer. Cette soirée était censée être un tournant. Décrocher le gala caritatif stellaire fut un coup de chance, un moment crucial dans sa carrière. C'était son opportunité de mettre la fleuriste à Canto sur la carte, de démontrer qu'Elena Valdez n'était pas seulement l'ex-femme oubliée d'un multimilliardaire. Elle avait investi tout son talent et chaque euro de son budget serré dans cet événement. Chaque arrangement était un morceau de son âme, conçu pour évoquer une élégance sauvage et indomptée au milieu du glamour rigide de la ville. Une coordinatrice d'événements frénétiques, une femme nommée Barbara, un presse-papier serré contre sa poitrine, passa en courant. « Elena, le centre de table de la table d'Ixept est un peu vide. Peux-tu l'arranger tout de suite? »« Tout de suite, » dit Elena. Sa voix était calme, malgré l'énergie frénétique autour d'elle. Elle lissa sa simple robe noire, élégante, professionnelle, et conçue pour la rendre invisible. Elle prit son kit et se glissa par une porte de service vers la salle de bal principale. L'échelle des lieux coupait encore le souffle. Les lustres dégoulinaient de cristaux comme des cascades gelées. L'élite de la ville, une volée d'oiseaux au plumage brillant, se mélangeait et riait, leurs bijoux piégeant la lumière. C'était un monde auquel elle avait autrefois appartenu, une cage dorée qui ne lui manquait pas. Mais le voir maintenant, comme une étrangère, une travailleuse, la piquait d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Elle trouva la table 17, ses yeux scannant la salle par une habitude morbide et autodestructrice. Et alors, elle le vit. Alejandro Ferrer était près de la scène principale, paraissant incroyablement à l'aise dans un smoking sur mesure. Il n'avait pas vieilli d'un jour. Au contraire, le poids de son empire n'avait fait qu'affiner ses traits, traçant sa mâchoire et ajoutant une intensité sérieuse à ses yeux gris. Mais il n'était pas seul. Accroché à son bras, enveloppé dans une robe cramoisie d'eau nue qui semblait peinte sur sa peau, se trouvait Carla Montalvo. Carla, la gourou du style de vie, mania des réseaux sociaux, et la femme dont la vie parfaitement organisée était l'envie de millions de personnes. Elena l'avait rencontrée quelques fois pendant le mariage. C'était une amie d'un ami, circulant toujours à la périphérie, ses salutations trop douces, ses yeux trop perçants. Elena savait, avec une certitude maladive qui s'installa au plus profond de son estomac, que Carla était la source sans nom. C'était elle qui avait planté la graine du doute dans l'esprit d'Alejandro. Les voir ensemble fut comme un coup physique, l'air s'échappant de ses poumons. Carla se pencha pour chuchoter quelque chose à l'oreille d'Alejandro, ses ongles laqués de rouge parcourant son revers. Il hocha la tête de façon tendue et distraite, son regard parcourant la salle avec une énergie familière et inquiète. Pendant une seconde horrible, ses yeux rencontrèrent ceux d'Elena. Il n'y eut aucune reconnaissance. Pour lui, elle n'était qu'une partie du paysage, une femme en noir s'occupant des fleurs. Une moins que rien. L'invisibilité qu'elle avait cultivée comme bouclier se sentit soudain comme un linceul. Ses mains tremblèrent légèrement, alors qu'elle ajustait une fougère, la fronde délicate contrastant fortement avec l'étreinte de fer de la douleur autour de son cœur. Elle devait surmonter cette soirée. Elle arrangerait les fleurs, encaisserait son chèque et disparaîtrait à nouveau dans sa vie tranquille, où le nom Ferrer n'était rien de plus qu'un fantôme. Elena se força à se concentrer sur la tâche. Le lys de la table 17, en effet, flétrissait légèrement à cause d'une poche d'air chaud près d'une station de service. Avec les mains entraînées d'une chirurgienne,
Elle aspergea ses pétales d'eau froide et ajusta sa tige dans la mousse florale, le ranimant. Ses mouvements étaient petits et précis, conçus pour ne pas attirer l'attention. Autour d'elle, le bourdonnement de la conversation était un murmure constant, ponctué d'éclats de rire et du tintement des verres. « Alejandro, chéri, tu n'as pas écouté un mot de ce que j'ai dit. » La voix de Carla, aiguë et mélodieuse, coupa le bruit. Ils étaient plus proches maintenant, debout à quelques mètres de distance. Elena se figea, dos à eux, feignant d'être complètement absorbée par le placement d'une unique gypsophile. Elle écoutait. La voix d'Alejandro était un murmure grave, le son qui avait l'habitude de la bercer pour dormir. Maintenant, il envoyait une secousse d'électricité indésirable le long de sa colonne vertébrale. Tu parlais de la vente aux enchères Cotillard à Monaco. Exactement. Nous devons absolument y aller. Ma marque a besoin de l'exposition européenne et l'épouvantable Laura Grande sera là. J'aimerais voir la tête qu'elle fera quand nous remporterons l'enchère pour le gaz. C'est bon, Carla. Nous irons, dit-il, son ton plat, dédaigneux. Elena se risqua à regarder par-dessus son épaule. Le visage d'Alejandro était une étude de l'ennui. Il agita le liquide ambré de son verre, ses yeux scannant la salle non pas avec intérêt, mais avec le regard fatigué d'un roi inspectant un royaume qui ne l'émeut plus. Son regard passa sur les arrangements floraux, s'arrêtant une fraction de seconde de plus qu'il ne le faisait sur les invités. Une lueur de quelque chose d'illisible traversa ses traits avant qu'il ne détourne le regard. Avait-il reconnu son travail? C'était une pensée stupide. Il n'avait jamais prêté beaucoup d'attention à son hobby, comme il l'appelait aimablement. Pour lui, sa passion pour la botanique et le design était une occupation pittoresque, quelque chose pour occuper ses journées pendant qu'il était dehors à conquérir le monde. Il ne distinguerait pas sa signature florale d'un bouquet de supermarché. « Les arrangements sont intéressants, n'est-ce pas ?» commenta Carla, ses yeux parcourant le centre de table à sa table. « Un peu sauvage, presque comme de la mauvaise herbe. Je préfère de loin une boule de rose classique, beaucoup plus élégante. » Les doigts d'Elena se serrèrent sur ses ciseaux. Mauvaise herbe. Elle avait passé des semaines à concevoir ces pièces pour qu'elles paraissent organiques et impressionnantes, une portion de forêt enchantée au cœur de la ville. Être rejeté si nonchalamment par cette femme se ressentit comme une insulte personnelle. Barbara, la coordinatrice, apparut soudainement aux côtés d'Alejandro. « Monsieur Ferrer, Mademoiselle Montalvo, merci encore pour votre généreuse donation. Mademoiselle Montalvo, nous sommes prêts pour que vous disiez quelques mots sur scène dans environ 5 minutes, juste avant que ne commence l'enchère principale. » Bien sûr, Carla sourit, son personnage public s'ajustant comme un masque. « Ce sera un plaisir. » Alors que Barbara s'éclipsait, Carla se tourna vers Alejandro, une main possessive sur sa poitrine. « Souhaite-moi bonne chance, chérie. » Elle lui donna un baiser théâtral qui était entièrement pour la galerie. Puis elle glissa vers la scène, un requin cramoisi naviguant dans les eaux peu profondes de la haute société. Alejandro la regarda partir, son expression indéchiffrable. Il prit une gorgée de sa boisson et son regard commença à errer de nouveau. Cette fois, il se posa directement sur le centre de table devant lui. Il se pencha, les sourcils froncés par la concentration. Il toucha doucement un pétale de l'orchidée fantôme, la fleur blanche éthérée qui semblait flotter dans l'air. Le cœur de Helena battit contre ses côtes. Cette fleur avait été leur secret. Pour leur 3e anniversaire, il l'avait surprise avec un voyage dans les marais. Il était allé dans l'un des plus grands marécages de Floride, engageant un guide privé
pour l'emmener dans les profondeurs du Fakahatchee Strand, pour voir les rares orchidées en fleurs. Il l'avait appelé son beau et insaisissable fantôme, la seule chose d'une véritable beauté indomptée dans son monde structuré. Il se souvenait. Il devait se souvenir. Elle devait partir. Maintenant, il allait regarder, avant que cette lueur de reconnaissance dans ses yeux ne puisse s'enflammer en un brasier, en toute règle de gêne et de douleur. Elle rassembla ses outils, ses mouvements soudainement maladroits. Un petit sécateur glissa de sa main, tombant sur le sol en marbre. Le son fut aigu et intime dans la cacophonie de la salle de bal. La tête d'Alejandro se leva rapidement. Ses yeux, qui n'étaient plus distants, se plantèrent directement dans les siens. Et cette fois, il la vit. La transformation sur son visage fut effrayante. Confusion, incrédulité, et puis une reconnaissance naissante qui se ressentit comme un impact physique. L'air crépita entre eux, une poche de silence dans le bruit de la salle de bal. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, formant son nom sans son. Elena. La panique l'envahit. Elle ramassa le sécateur au sol, ses joues brûlant d'une rougeur chaude et honteuse. Elle lui fit un signe de tête coupant, presque imperceptible. Le signe que l'on fait à un étranger qui vous tient une porte. Et elle se tourna avec l'intention de se fondre à nouveau dans les ombres de la salle de bal. Mais il était trop tard. Le fantôme n'était plus invisible. Et sur scène, Carla Montalvo, souriant avec bienveillance à la foule qui l'adorait, tapotait le microphone. « Bonsoir à tous », sa voix résonna, soyeuse et assurée. « C'est merveilleux de voir tant de cœurs généreux ici ce soir, soutenant la Fondation pour l'alphabétisation des enfants. Quand je regarde autour de moi, dans cette belle salle, cela me remplit d'un grand sens de communauté, de valeurs partagées, d'un engagement envers l'excellence. » Elena garda le dos tourné à la scène, marchant aussi vite qu'elle le pouvait sans courir. Elle pouvait sentir le regard d'Alejandro, lui brûlant le dos. Une chaleur tangible. Elle devait juste atteindre la porte. 10 mètres de plus. Un engagement que nous voyons dans l'excellente nourriture, la merveilleuse musique, continua Carla. Et bien sûr, la décoration, qui donne le ton de toute la soirée. La main d'Elena était sur la poignée de la porte de service. Elle était presque en sécurité. Et bien que la décoration soit pittoresque, dit Carla, sa voix tombant dans un ronronnement de complicité, on se demande si le gala stellaire a réduit ses standards en engageant une fleuriste inconnue et de bas étage. Les mots frappèrent Elena comme une rafale d'eau glacée. Elle s'arrêta, sa main figée sur la porte. Un silence tomba sur les tables les plus proches de la scène. Les gens se retournaient, murmurant. « Je veux dire, c'est un effort noble, bien sûr, » continua Carla, la fausse sympathie dans sa voix plus coupante que n'importe quelle insulte. « C'est toujours charmant de donner des opportunités aux amateurs émergents, mais pour un événement de ce calibre, vous attendez un certain niveau de sophistication. Vous attendez un professionnel, une personne importante, pas une moins que rien, essayant de jouer dans la cour des grands. » L'humiliation était absolue. C'était une exécution publique ciblée. Carla n'avait pas seulement insulté son travail, elle l'avait marqué dans une salle pleine de clients potentiels et de collègues de l'industrie comme une amatrice insignifiante. Elena sentit le sang se drainer de son visage. Elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait pas respirer. Tout ce qu'elle pouvait faire était de rester là, piégée sous l'éclat de 1000 yeux, son rêve devenant cendre sous la cruelle lueur du projecteur. Le silence qui suivit les mots de Carla fut lourd et étouffant. Il fut brisé par quelques rires flagorneurs de ses amis à la table principale,
mais chez la plupart, il y avait un sens palpable de malaise. C'était une violation de l'étiquette, un moment de cruauté manifeste dans un monde qui préférait que ses pics soient voilés et subtils. Elena resta figée sur place, son monde se rétrécissant à la poignée froide de la porte de service sous sa main tremblante. Chaque insulte qu'elle avait intériorisée, chaque peur qu'elle avait sur son propre manque de valeur après le divorce, était maintenant diffusée à l'élite de Madrid. C'était un échec, une moins que rien. Carla venait de le confirmer pour tout le monde. Elle voulait disparaître, se transformer en fumée et s'évanouir dans le système de ventilation. Derrière elle, elle entendit une chaise racler agressivement contre le sol en marbre. Elle n'avait pas besoin de regarder pour savoir que c'était Alejandro. Le focus laser de son attention s'était déplacé d'elle à la femme sur scène. L'air devint dense d'une énergie nouvelle et dangereuse. Sur scène, Carla, droguée par son propre venin, semblait inconsciente. Elle confondit le silence choqué avec une attention absorbée. « Mais assez parlé des petites choses », dit-elle avec un geste de la main méprisant, se préparant à passer à ses commentaires préparés sur la charité et la compassion. Non. Une voix coupa la salle de bal, grave et résonnante, avec une fureur contrôlée. Parlons des petites choses. Toutes les têtes se tournèrent. Alejandro Ferrer était debout. Son visage, qui avait été un masque d'indifférence ennuyé quelques minutes plus tôt, était maintenant vivant d'une rage froide et terrifiante. Ses jointures étaient blanches, alors qu'il agrippait le dossier de sa chaise. Il ne regardait pas Carla. Il regardait directement le centre de table à sa table, l'orchidée fantôme. « Parlons de la créatrice », continua Alejandro, sa voix s'élevant facilement, portant à travers la salle silencieuse. Il commença à marcher vers la scène, non pas avec le pas posé d'un multimilliardaire, mais avec la démarche prédatrice et décidée d'un loup. La foule s'écarta pour lui. Comme par instinct, le sourire parfait de Carla vacilla. Ce n'était pas dans le script. « Alejandro, amour, que fais-tu » chuchota-t-elle au microphone, sa voix soudainement tendue par la confusion. Il ne répondit pas. Il s'arrêta au pied de la scène, ses yeux toujours fixés sur la fleur, comme si elle contenait la réponse à une question qu'il n'avait pas su qu'il devait poser durant les 2 dernières années. Elena pouvait voir les engrenages tourner dans sa tête, les connexions se faire. L'orchidée. Son vieux mentor, Don Ricardo Ortega, un expert en orchidées de renommée mondiale. Les mensonges. Le divorce. Tout confluait. Une tempête parfaite de réalisation. Finalement, il leva la tête et son regard parcourut la salle jusqu'à trouver Elena de nouveau, toujours figée près de la porte. Son expression était d'agonie, d'un profond regret qui secouait le cœur. C'était le visage d'un homme qui venait de se rendre compte qu'il avait été trompé pour jeter un diamant, croyant que c'était une pierre ordinaire. La créatrice de ces arrangements, dit Alejandro, sa voix résonnant maintenant avec autorité, ses yeux ne quittant jamais ceux d'Elena, n'est pas une amatrice. Ce n'est pas une moins que rien. Le visage de Carla pâlit. Elle fit un pas en arrière du microphone. Sa confiance devint du vers bon marché. « Alejandro, arrête. Tu es en train de faire un scandale. Tu veux parler de standard ?» Alejandro l'ignora, montant les marches de la scène en 2 longues enjambées. Il marcha directement vers elle, et le mépris dans ses yeux était si puissant que Carla frissonna physiquement. Il ne la toucha pas, mais prit doucement le microphone de sa main inerte. Ses doigts étaient poisseux de sueur. Il se tourna vers le public, sa puissante présence exigeant l'attention absolue de chaque personne dans la salle. « Vous voulez parler de sophistication, de talent ?» commença-t-il, sa voix un tremblement émotionnel brut.
L'artiste responsable de la beauté dans cette salle, la seule chose véritablement authentique que j'ai vue de toute la soirée, est Helena Valdés. Un murmure, un halètement parcourut la foule. Le nom était vaguement familier pour certains. L'ex-femme oubliée de l'homme qui tenait maintenant le microphone. Les murmures commencèrent là, une marée montante de potins et de spéculations. Les jambes d'Helena cédèrent. Elle s'appuya contre le mur, son cœur un tambour frénétique contre ses côtes. Il avait dit son nom. Il la défendait. Après 2 ans de silence, d'avoir été effacé, il prononçait son nom. Et je devrais le savoir. La voix d'Alejandro se brisa, à vif, avec une émotion qu'Helena n'avait pas entendue depuis des années. Parce que non seulement c'est une brillante artiste botanique, mais c'est aussi mon ex-femme. La salle de bal explosa. Le murmure devint un vacarme de chuchotements excités. Les téléphones se levèrent subtilement, les caméras clignotant discrètement. Depuis les coins les plus sombres de la salle, ce n'était plus un gala de charité. C'était l'événement social de la décennie et il implosait en temps pire. Carla avait l'air d'avoir été frappée par la foudre. Son visage était un masque d'horreur et de fureur. Son monde parfaitement construit, son image, sa marque. Tout s'effondrait à ses pieds. Elle avait essayé d'humilier une moins que rien, et à la place, elle avait démasqué la reine perdue, orchestrant par inadvertance sa propre chute spectaculaire. « Alejandro, comment as-tu pu? » chuchota-t-elle. Sa voix un sifflement venimeux que le microphone n'a heureusement pas capté. Il l'ignora complètement. Ses yeux n'étaient que pour Helena. Il la regarda avec 2 ans de mots non dits, d'excuses, d'une compréhension naissante et horrible. Il vit la femme qu'il avait aimée, la femme qu'il avait écartée sur la base d'un mensonge, debout seule, publiquement embarrassée, et travaillant à un événement où elle avait été autrefois l'invitée d'honneur. Helena savait qu'elle devait courir. C'était un cauchemar, un spectacle public dont elle ne voulait pas faire partie. Mais elle était paralysée, piégée dans le rayon tracteur de son regard. Alors il fit la dernière chose qu'elle aurait pu imaginer. Il commença à marcher vers elle. Il descendit de la scène. Son regard ne vacilla jamais, et il se déplaça à travers la mer d'invités hébétés et silencieux. Le monde semblait s'accélérer, le bruit s'estompant en un sourd bourdonnement. Il passa à côté des colliers à des millions d'euros et des robes de haute couture, à côté des titans de la finance et des doyennes de la société. Il marcha jusqu'à ce qu'il soit directement devant elle, la femme à la simple robe noire, la fleuriste moins que rien. L'air entre eux était épais des fantômes de leur passé partagé. Il sentait la même chose, un arôme propre et coûteux de bois de cèdre et d'ambition. Ses yeux gris, maintenant à seulement quelques centimètres des siens, étaient pleins d'une supplique désespérée. « Helena !» haleta sa voix, rien que pour elle. « Je suis tellement désolé. » Et puis, sous le plein éclat des lumières de la salle de bal, avec des centaines de téléphones enregistrant maintenant ouvertement, Alejandro Ferrer, le titan multimilliardaire qui ne montrait jamais d'émotion, lui prit le visage entre ses mains, se pencha et l'embrassa. Le baiser ne fut pas doux. Ce fut une collision désespérée et frénétique de regrets et de désirs, une histoire de 2 ans de silence comprimé en un seul moment impressionnant. Il avait le goût de whisky cher et d'une profonde excuse qui allait droit au cœur. Pendant une fraction de seconde, le corps d'Helena la trahit. Elle se fondit en lui. Ses mains montèrent instinctivement à sa poitrine, se souvenant de la sensation de la laine fine de son costume.
la force solide de l'homme en dessous. C'était une mémoire musculaire que son cœur n'avait pas oubliée, même si son esprit avait essayé. Puis, la réalité de la situation s'écrasa contre elle. Le flash d'un appareil photo, une explosion brillante et intrusive, brisa l'envoûtement. Le bruit de la foule revint à ses oreilles. Elle était embrassée par son ex-mari, l'homme qui avait détruit son monde, devant sa petite amie socialite et toute la haute société de Madrid. Ce n'était pas un moment de conte de fées. C'était un désastre de relations publiques, une humiliation d'un genre différent, plus compliqué. Elle le repoussa. Ses mains à plat contre sa poitrine. La force fut étonnamment forte, et il recula d'un pas, ses yeux grands ouverts, avec un mélange de douleur et de surprise. « Non » haleta-t-elle, sa voix juste un murmure. Mais ce fut aussi tranchant qu'une gifle dans le silence soudain et chargé qui était tombé. Là-bas, sur scène, Carla Montalvo sortit enfin de sa stupeur. L'image de son petit ami embrassant son ex-femme, diffusée sur 100 directs Instagram, était une tâche publique qu'elle ne pouvait supporter. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» cria-t-elle. Sa voix soigneusement cultivée, maintenant stridente et laide, elle dévala les marches, sa robe cramoisie flottant derrière elle comme une rivière de sang. « Alejandro, comment oses-tu, devant tout le monde, avec elle ?» Elle cracha le dernier mot comme si c'était du poison, son doigt parfaitement manucuré, pointant directement vers Helena. Le masque de la socialité élégante était tombé, remplacé par le visage contorsionné de la fureur pure et non frelatée. Alejandro se tourna pour faire face à Carla, protégeant Helena de son corps. Le regard qu'il lança à sa petite amie fut d'une répulsion absolue. « C'est fini, Carla », dit sa voix froide et définitive. « Sors de mes affaires. Nous avons terminé. » « Terminé? Terminé. » Elle rit, un son aigu et hystérique. « Tu ne peux pas rompre avec moi. Nous sommes Alejandro et Carla. Nous sommes une marque. Tu vas te ruiner. »« Je crois, » dit Alejandro lentement, ses yeux perçant les siens avec une intensité terrifiante, « que je commence enfin à comprendre qui m'a ruiné tout ce temps. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, denses d'accusations tacites. Helena eut un frisson dans le dos. Il savait, ou du moins, il le soupçonnait. L'orchidée fantôme avait été la clé, le seul détail que Carla n'aurait pas pu connaître, le seul fil qui, en étant tiré, a démêlé toute la tapisserie de ses mensonges. Le chaos dans la salle de bal atteignit un point critique. Les gardes de sécurité essayaient de gérer la foule de gens qui avançaient. Barbara, la coordinatrice, semblait sur le point de faire une crise de nerfs. Helena ne put en supporter davantage. Elle se noyait. Elle se tourna et s'enfuit, poussant la porte de service vers l'anonymat béni du couloir arrière. La tranquillité soudaine fut un soulagement, mais son cœur battait toujours comme un marteau-piqueur dans sa poitrine. Elle s'appuya contre le mur frais de parpaing-pain, essayant de reprendre son souffle. La porte s'ouvrit de nouveau derrière elle. C'était Alejandro. « Helena, attends !» supplia sa voix rauque. « Laisse-moi tranquille, Alejandro, » dit-elle, sans se retourner pour le regarder. « Tu n'as pas fait assez de dégâts pour une soirée? »« Dégâts ?» se défendit-il. « Tu as entendu ce que j'ai dit? »« J'ai entendu, » dit Helena, se retournant enfin, ses yeux brillants d'une douleur si profonde qu'elle ressemblait à de la colère. « Mais je me souviens aussi de ce que tu as dit, Alejandro, il y a 2 ans. Tu te souviens? Tu m'as traité de menteuse, d'infidèle. Tu as jeté 8 ans de mariage pour une source fiable qui s'est avérée être la femme avec laquelle tu as commencé à sortir 1 mois après la fin de notre divorce.
As-tu une idée de ce que ça fait? La couleur se draina de son visage. Il semblait complètement détruit. Helena, je ne savais pas. J'ai été un idiot. Un idiot arrogant et aveugle. Quand j'ai vu cette orchidée ce soir, ces mots, tout s'est emboîté. Elle a dû planifier cela pendant des mois, voire des années, me nourrissant de poison goutte à goutte. Et tu l'as bu jusqu'à la dernière goutte, répliqua Helena, sa voix tremblant à cause des larmes contenues. Tu ne m'as jamais accordé le bénéfice du doute. Tu ne m'as jamais fait confiance. C'est ça qui fait mal, Alejandro. Pas les mensonges qu'elle a dit, mais le fait que tu les aies crus. Il fit un pas vers elle, les mains tendues. Laisse-moi arranger ça. Laisse-moi bien faire. Arranger ça? Elle rit, un son amer et sans humour. Comment? En m'embrassant devant le monde entier et en transformant ma vie en un cirque public. Mon entreprise, la seule chose que j'ai, qui est à moi, décollait à peine. Maintenant, je serais connu pour toujours, comme la fleuriste moins que rien, qui s'est retrouvée dans une dispute publique avec son ex-multimilliardaire. Tu n'as rien arrangé. Tu as juste jeté de l'essence sur le feu. Elle passa à côté de lui, son épaule frôlant la sienne, et commença à marcher le long du long couloir stérile, ses talons sensés faisant un rythme frénétique sur le sol en linoléum. Elle ne savait pas où elle allait. Elle savait juste qu'elle devait s'éloigner de lui, de la salle de bal, du fantôme d'un amour qui refusait de mourir. « Helena !» cria-t-il derrière elle, sa voix résonnant dans le couloir vide. « Ne t'éloigne pas de moi une fois de plus !» Le mot l'arrêta net, encore, comme si c'était elle qui était partie. Elle se tourna lentement, ses yeux le perçant. « Je ne me suis pas éloigné de toi, Alejandro, » dit sa voix dangereusement basse. « Tu m'as jeté. » Elle n'attendit pas de réponse. Elle tourna au coin et disparut, le laissant seul dans le couloir, le bruit distant du scandale qu'il avait créé résonnant à ses oreilles. Le lendemain matin, le nom d'Helena était partout. Il n'était pas dans les pages Société pour ses impressionnants designs floraux, mais sur les couvertures criardes des tabloïds et les sites de potins. Les photos du baiser s'étaient répandues sur Internet. Des images granuleuses de smartphones devenues virales du jour au lendemain. Dispute de multimilliardaires au Ritz, Ferrer laisse l'influenceuse pour son ex-femme, criait un titre. De moins que rien à notoire, la fleuriste qui a réclamé son homme, disait un autre, la peignant comme une espèce de cerveau intrigant. Son téléphone sonnait depuis 5 heures du matin. Il vibrait incessamment sur sa petite table de cuisine, affichant une variété vertigineuse de numéros inconnus, de médias, et le plus douloureux, la ligne privée d'Alejandro. Elle les ignora tous, les laissant aller vers une messagerie vocale qui était déjà pleine. Elle s'assit, buvant une tasse de café seule, la vapeur réchauffant ses mains froides. Son petit appartement de quartier ressemblait à un bunker, le seul endroit sûr dans une ville qui, soudainement, était obsédée par elle. Son rêve de mettre la fleuriste à Canto sur la carte était devenu réalité de la manière la plus grotesque imaginable. Elle se sentait utilisée. Le grand geste d'Alejandro, sa défense publique et ses excuses, ne ressemblaient pas à une revendication. Cela ressemblait à une OPA hostile. Il ne lui avait pas demandé ce qu'elle voulait. Il avait simplement agi. Un roi déplaçant des pions sur un échiquier, réclamant ce qu'il avait décidé être à lui. Il avait converti sa douleur privée en un spectacle public et, ce faisant, avait volé son récit une fois de plus. Un coup sec à la porte de son appartement la fit sursauter, renversant du café sur la table. « Va-t'en !» cria-t-elle d'une voix rauque. « Helena, c'est moi, Ricardo. Don Ricardo Ortega, son mentor
son ami, l'homme de 75 ans, avec lequel elle avait prétendument eu une aventure. Le soulagement l'envahit. Il était l'une des rares personnes qu'elle pouvait supporter de voir. Elle déverrouilla la porte et le trouva debout là, avec une expression d'inquiétude sur son visage émale et ridé, tenant un sac en papier qui sentait délicieusement les croissants frais. « J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de renfort, » dit-il. Ses yeux bleus brillaient, malgré la gravité de la situation. Elle éclata en sanglots. Il entra simplement, l'enveloppa dans ses bras fragiles mais fermes, et la tint pendant qu'elle pleurait. « Oh, cher enfant !» murmura-t-il en lui tapotant le dos. Quel terrible gâchis! Ils passèrent l'heure suivante à sa table de cuisine. Il la força à manger un croissant, pendant qu'il passait tranquillement en revue les nouvelles sur sa tablette, reniflant occasionnellement avec mépris. Il peigne cette femme, Carla, comme une victime, commenta-t-il avec un rire sec. Gourou du style de vie au cœur brisé, trahi par le petit ami multimilliardaire. Le public a une mémoire remarquablement courte. « Tout est de ma faute », murmura Helena, la bouche pleine de pâtisserie. « Je n'aurais jamais dû accepter ce travail. »« Bêtises », dit Ricardo avec fermeté, posant la tablette. « Tu n'as rien fait de mal. Tu as créé quelque chose de beau, et une femme jalouse et incertaine a essayé de te détruire. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas ton œuvre. Ça, c'était le cirque de Ferrer. » Il fit une pause. Son expression devint sérieuse. « La question est, que fais-tu maintenant? » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone professionnel, une ligne séparée qu'elle gardait pour la fleuriste à Canto, commença à sonner. Elle le fixa, s'attendant à un autre journaliste. « Réponds, » insista Ricardo doucement. « Tu ne peux pas te cacher pour toujours. Ton entreprise est en jeu. » Hésitante, elle le prit. « Fleuriste à Canto, » dit-elle d'une petite voix. « Est-ce que Helena Valdez ?» demanda une voix féminine, nette et professionnelle. « Je suis Paloma Montero, l'assistante de M. Javier Soler. » Helena faillit y laisser tomber le téléphone. Javier Soler était l'organisateur d'événements de Madrid. Il gérait des galas pour le musée du Prado, des fêtes royales et des fêtes pour la royauté internationale. C'était le faiseur de rois. « Oui, c'est moi », réussit à dire Helena. « Monsieur Soler était au gala stellaire hier », continua Paloma, sa voix se réchauffant légèrement. « Il a été incroyablement impressionné par votre travail. Il a dit qu'il n'avait pas vu un art floral aussi innovant et émouvant depuis des années. Il aimerait programmer une réunion avec vous pour discuter d'un contrat exclusif pour tous ces événements de la saison prochaine. » Helena resta dans un silence stupéfait. Un contrat avec Javier Soler. C'était le genre d'opportunité dont elle avait seulement rêvé. « Madame Valdez, êtes-vous là? »« Oui, je suis là, » bégaya-t-elle. « Je serais honorée. » Après avoir raccroché, elle fixa Ricardo, les yeux grands ouverts par l'incrédulité. « Ça vient d'arriver? » Il sourit. « Il semble que, pendant que les tabloïds se concentraient sur le drame, les gens qui comptent se concentraient sur ton talent. Tu vois, toute publicité n'est pas mauvaise publicité. » L'appel fut une bouée de sauvetage, un petit point de lumière dans l'obscurité accablante. C'était un rappel que son travail, son art, avait sa propre voix. Voici où le cœur se divise. Qu'auriez-vous fait? Pourriez-vous refaire confiance à l'homme qui vous a détruite si complètement, malgré ses excuses publiques et son repentir réel? Laissez-nous votre avis dans les commentaires.
N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin de se rappeler leurs propres valeurs. Plus tard cet après-midi-là, une voiture noire élégante, du genre qui murmure l'argent, s'arrêta devant son immeuble. Alejandro sortit. Il ne portait pas de costume, mais un jean et un simple pull gris, une tenue conçue pour le faire paraître accessible. Normal, mais il n'y avait rien de normal dans la situation. Le chauffeur sortit automatiquement, probablement pour ouvrir ou payer le gardien. Et quelques instants plus tard, on frappa à sa porte. Le cœur d'Elena se retourna. Ricardo lui lança un regard de soutien. « Tu dois l'affronter à un moment donné. » Elle prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Il semblait fatigué. Il avait des cernes et ses cheveux étaient légèrement décoiffés, comme s'il avait passé la nuit à y passer ses mains. Il tenait une grande enveloppe Kraft. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il, sa voix basse, dépouillée de son autorité habituelle. Elle hésita, puis elle s'écarta. Il entra dans son petit salon, sa grande silhouette semblant rétrécir l'espace. Il regarda autour de lui, son monde, les étagères remplies de livres sur la botanique, les dessins floraux épinglés sur un liège, les meubles simples et confortables. C'était un univers loin de la perfection architecturale froide du penthouse qu'ils avaient partagé. « Tu as construit ceci », dit-il à voix basse, plus pour lui-même que pour elle. « Un vrai foyer. »« Que veux-tu, Alejandro ?» demanda-t-elle, croisant les bras, créant une barrière physique entre eux. Il lui tendit l'enveloppe. « Je voulais te donner ceci. C'est la preuve. » Elle la regarda avec suspicion. « Preuve de quoi? »« De tout, » dit-il, la voix pleine d'autodérision. « J'ai passé toute la nuit avec l'équipe d'informatique judiciaire de mon entreprise. Carla a été négligente. Elle a utilisé une de mes vieilles tablettes pour envoyer les avis anonymes à mon avocat. Elle a engagé le photographe pour qu'il prenne ses photos de toi et Ricardo. Tout est là. Registre du serveur. Courriers électroniques supprimés. Nous avons récupéré des virements bancaires. C'est une preuve indéniable qu'elle a tout orchestré. » Elena regarda l'enveloppe, son esprit tourbillonnant. Preuve concrète du mensonge qui avait détruit sa vie. « Pourquoi me montres-tu ceci ?» demanda-t-elle, sa voix dangereusement ferme. « Parce que j'ai besoin que tu le saches, » dit-il, ses yeux gris la suppliant. « J'ai besoin que tu saches que je le sais, que je vois l'étendue totale de mon idiotie. Il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait, Elena. Aucune. J'ai été arrogant. J'étais tellement consumé par le travail et la paranoïa que je n'ai pas pu voir la vérité juste devant moi. J'ai brisé le plus important de ma vie parce que j'ai écouté un serpent au lieu de mon propre cœur. » Il posa l'enveloppe sur sa table basse. « Je ne te demande pas pardon. Je ne le mérite pas. Juste, je ne pourrais pas vivre un autre jour sans que tu saches que je comprends enfin la vérité. » Il la regarda, son âme apparemment à découvert, attendant un verdict qu'elle ne savait pas comment prononcer. La preuve était là. L'excuse avait été dite. Mais la blessure avait 2 ans de profondeur et elle n'était pas sûre qu'elle ait commencé à guérir. Pendant 3 jours, l'enveloppe Kraft resta sur la table basse d'Elena, comme une bombe non explosée. Elle ne pouvait se résoudre à l'ouvrir. Une partie d'elle n'en avait pas besoin. La confession torturée d'Alejandro avait été une preuve suffisante. Une autre partie, plus effrayée, savait que lire les détails froids et durs de la trahison de Carla, les courriers électroniques calculés, les fuites chronométrées, rendrait la douleur à nouveau fraîche. Pendant ce temps, le monde hors de son appartement continuait sa frénésie. Carla Montalvo s'était cachée, désactivant ses réseaux sociaux après une tentative désastreuse de déclaration publique où elle blâmait des rumeurs malveillantes et l'instabilité émotionnelle d'une ex-femme.
La déclaration fut détruite en ligne et sa marque soigneusement construite de vie authentique s'effondra. Elle était une paria. Au contraire, la fleuriste à Canto explosait. L'appel du bureau de Javier Soler fut suivi d'une avalanche d'autres. Galeries d'art, hôtels de luxe, même la mairie pour une prochaine fonction de la ville. C'était accablant, effrayant et stimulant. Elena passait ses journées à répondre aux appels, à élaborer des propositions et à essayer de découvrir comment faire évoluer son opération unipersonnelle pour satisfaire la demande soudaine et insatiable. Elle n'était plus Elena l'ex-femme ou Elena la moins que rien. Elle était Elena Valdés, la créatrice florale la plus demandée de Madrid. La demande était douce, mais elle avait un goût amer. Ce succès était né des cendres de son humiliation publique. Alejandro, fidèle à sa parole, ne fit pas pression. Il n'appela, ni n'envoya de message texte, mais sa présence demeurait. Chaque matin, une unique fleur parfaite l'attendait devant la porte de son appartement, laissée par un coursier discret. Il n'y avait pas de carte ni de grand bouquet, juste une tige. Le premier jour fut une branche de lilas blanc qui, dans le langage victorien des fleurs, signifiait l'innocence juvénile. Le deuxième jour fut une jacinthe pourpre. S'il te plaît, pardonne-moi. Le troisième jour, une jacinthe blanche. Je ne suis pas digne de toi. Elena sut immédiatement qu'elle venait de lui. C'était un langage qu'ils avaient autrefois partagé. Au début de leur relation, elle lui avait offert un livre sur la floriographie, le langage des fleurs. Lui, l'homme de données et de logique, avait été fasciné par cela, un code secret qui se cachait à la vue de tous. Il l'avait mémorisé et parfois laissait une unique fleur avec un message caché sur son oreiller. C'était la chose la plus romantique, la plus intime qu'il ait jamais faite. Le voir l'utiliser maintenant était un mouvement calculé et dévastatriquement efficace. Il éludait sa colère et parlait directement à son cœur, à la partie d'elle qui se souvenait encore de l'homme qu'il avait l'habitude d'être. Au quatrième jour, Don Ricardo Ortega passa pour l'aider à réviser une montagne de contrats. Il vit la dernière fleur laissée sur son comptoir dans un petit vase. C'était un brin d'étoile de Bethléem. « Espoir !» dit Ricardo à voix basse, l'identifiant instantanément. Il leva les yeux de la fleur et vit l'enveloppe sur la table basse, intacte. « Tu sais, cher enfant, une blessure ne peut pas guérir si tu ne la nettoies pas d'abord. » Il avait raison. Elle vivait dans les limbes, coincée entre le passé qu'elle n'avait pas complètement traité et un futur qu'elle était trop effrayée pour embrasser. Cette nuit-là, après que Ricardo fut parti, Elena se servit un verre de vin. Elle s'assit par terre et ouvrit enfin l'enveloppe. C'était pire que ce qu'elle pouvait imaginer. Il y avait des impressions de courriers électroniques de Carla à un détective privé qu'elle avait engagé, lui demandant de trouver n'importe quoi qui semble compromettant entre Helena et Ricardo. Il y avait des messages textes à Alejandro pleins d'inquiétudes feintes. « Je ne veux pas t'inquiéter, chérie, mais j'ai revu Helena avec ce professeur âgé. Il semble si intime. Je m'inquiète simplement qu'elle ne soit pas heureuse. » C'était une campagne de guerre psychologique menée pendant des mois. La pièce à conviction la plus accablante était un fichier audio récupéré, un message vocal que Carla avait enregistré et supprimé par inadvertance. Dedans, elle parlait à une amie, riant. « Il est si facile à manipuler », disait la voix de Carla, dégoulinant de mépris. « Tout ce que tu as à faire est de questionner son contrôle, suggérer que quelque chose se passe dans son dos. Son ego fait le reste. Quand ce sera fini,
il me suppliera de l'aider à ramasser les morceaux. Elena eut une nausée. Elle avait été une victime dans le jeu tordu de Carla pour gagner Alejandro. Mais cela ne l'absolvait pas. Il avait été l'arme qu'elle avait utilisée pour tirer sur le bonheur d'Elena. Son ego, sa paranoïa, son refus de faire confiance. Ça avait été la munition. La dernière feuille de papier dans l'enveloppe n'était pas un document légal. C'était une lettre écrite à la main sur le papier personnel d'Alejandro. Elena. Si tu lis ceci, cela signifie que tu as vu la preuve de mon échec. Je l'ai incluse non pas pour excuser mes actions, mais pour te donner la vérité complète qui t'a toujours été refusée. Je vis avec cet échec chaque seconde de chaque jour. Le silence dans l'appartement est un rappel constant de la vie et du rire que j'en ai ôté. Je sais que mon excuse au gala fut un acte public égoïste, une réaction sans penser aux conséquences pour toi. Et je suis désolé pour cela. Je t'ai vu être blessé, et mon seul instinct a été de brûler la personne qui te blessait. Je ne me suis pas arrêté pour penser que tu serais piégé dans l'incendie. Les fleurs sont la seule façon dont je sais parler en ce moment. C'est la seule langue qui me reste que je n'ai pas empoisonnée avec des mensonges et des doutes. Je n'attends pas que tu répondes. Je n'attends rien. J'ai juste besoin que tu saches que dans un monde de chiffres et de codes, tu étais la seule chose réelle. Et j'ai été trop stupide pour le voir jusqu'à ce que tu sois parti. À toi pour toujours. Alejandro. Les larmes coulaient sur son visage, tombant sur le papier craquant. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'une libération déchirante et douloureuse. La vérité, dans toute sa laideur, était enfin sortie. Les mensonges étaient morts et enterrés. Elle prit son téléphone, ses doigts voltigeant sur le nom d'Alejandro. Et maintenant quoi? Une partie d'elle voulait l'appeler, lui crier dessus, rager et pleurer, et exiger des comptes pour ces 2 années perdues. Une autre partie voulait effacer son numéro et ne pas regarder en arrière. Construire sa nouvelle vie sur la base de sa propre force. Au lieu de cela, elle fit autre chose. Elle marcha vers sa table de travail, où ses outils et fournitures étaient disposés. Elle en prit une seule. Une gardénia parfaite. Tu es charmante. Et une tige de lierre. Fidélité. Amour conjugal. Elle enveloppa leur tige avec un simple ruban noir. Elle descendit les escaliers et prit un taxi. Tour Ferrer, s'il vous plaît. Les yeux du chauffeur s'écarquillèrent dans le rétroviseur en la reconnaissant aux nouvelles. Mais il ne dit rien. Alors que le taxi accélérait dans les rues brillantes de Madrid, Elena serra le petit bouquet sur ses genoux. Elle ne savait pas si c'était un acte de pardon ou un acte d'adieu. Peut-être que c'était les deux. Elle n'était plus une victime de son histoire. Elle allait écrire sa propre fin. Le hall de la Tour Ferrer était une cathédrale de verre et de fer, un monument à l'ambition d'Alejandro. Il était conçu pour intimider, pour que les visiteurs se sentent petits. Il y a 2 ans, Elena avait l'habitude d'y marcher en se sentant une impostrice. Ce soir, elle marcha la tête haute, le petit bouquet à la main, sa seule armure. Le garde de sécurité à la réception, un homme nommé Paco, qui avait toujours été aimable avec elle, sursauta. « Madame, mademoiselle Valdés !» se corrigea-t-il maladroitement. « C'est bon de vous voir. »« De même, Paco. » Elle sourit, un petit sourire authentique. « Est-il à son bureau? »« Oui, madame. Il travaille tard tous les soirs. Dois-je vous annoncer? »« Non, merci. Je vais le surprendre. » L'ascenseur privé l'emmena à l'étage du penthouse, dans une ascension silencieuse, et qui retournait l'estomac. Quand les portes s'ouvrirent, elle n'entra pas dans un bureau, mais dans le vaste espace ouvert de l'appartement qu'ils avaient autrefois partagé.
C'était elle qu'elle s'en souvenait. Minimaliste, impeccablement propre et douloureusement solitaire. Les vastes vues de l'horizon de la ville brillaient comme un tapis de diamants dispersés. Alejandro était debout près des fenêtres du sol au plafond, dos à elle, avec un verre de whisky à la main. Il regardait la ville, mais il ne la voyait pas. « Je t'ai dit que je ne voulais pas être dérangé, Elena », dit sa voix fatiguée, la confondant avec sa femme de ménage ou son assistante. « Elle m'a laissé monter », dit Elena à voix basse. Il tressaillit comme s'il avait reçu une décharge électrique. Il se tourna lentement, son visage un mélange d'incrédulité et d'espoir fragile. La voir là, chez lui, était clairement quelque chose qu'il avait pensé ne jamais voir se reproduire. « Helena » souffla-t-il. Elle ne dit rien. Elle marcha vers lui, ses pas résonnant faiblement sur le sol en marbre poli. Elle s'arrêta à quelques mètres de distance et lui tendit le petit bouquet de gardénia et de lierre. Il le fixa, ses yeux traçant les formes des fleurs. Il comprit le message instantanément. Sa gorge bougea. Et pendant un moment, Elena pensa qu'il pourrait pleurer. Il prit doucement les fleurs de ses mains, ses doigts effleurant les siens. Le bref contact envoya une étincelle familière à travers ses veines. « Cela signifie... » commença-t-il, sa voix étouffée par l'émotion. « Cela signifie que tu me pardonnes ?» Elena prit une profonde inspiration. C'était le moment, la culmination de tout. « Non, » dit-elle, sa voix claire et ferme. Le pardon est un mot simple pour quelque chose de très compliqué, Alejandro. Je ne sais pas si j'en suis encore là. Peut-être que je ne le serai jamais. La cicatrice que tu as laissée est profonde. Son visage s'affaissa. L'espoir dans ses yeux s'atténua. « Mais... » continua-t-elle, soutenant son regard sans broncher. « Je suis prête à voir si le sol est suffisamment fertile pour que quelque chose de nouveau y pousse. Je ne suis pas la même femme que celle que tu as épousée, Alejandro. Et tu ne peux pas être le même homme qui m'a laissé partir. » Il acquiesça, absorbant ses paroles. « Je ne le suis pas, » dit-il avec sérieux. « Ces 2 dernières années, et surtout ces derniers jours, je me suis vu à travers tes yeux. Et je n'aime pas l'homme que j'étais. J'ai été arrogant, incertain et lâche. J'ai laissé mon orgueil compter plus que mon cœur. J'ai fini d'être cet homme. Prouve-le, le défia-t-elle, sa voix douce mais ferme. Les mots sont faciles. Tu m'as envoyé des fleurs avec des messages. Mais la communication réelle, la confiance réelle, se construit jour après jour. Ce n'est pas un grand geste dans une salle de bal. C'est une conversation tranquille, un mardi soir. C'est écouter. C'est croire en quelqu'un sans avoir besoin d'un dossier plein de preuves. Elle fit un geste autour du vaste et vide appartement. Cet endroit n'a jamais été un foyer. C'était une salle d'exposition. Ta salle d'exposition. Je n'étais qu'une des expositions. J'ai ma propre vie maintenant, Alejandro. Ma propre entreprise. Ma propre maison. Je ne redeviendrai pas une moins que rien et je ne serai pas absorbé par ton monde. Il s'approcha. Ses yeux brillaient de larmes non versées. Alors, laisse-moi faire partie du tien, supplia-t-il. Laisse-moi aller au marché aux fleurs de Madrid avec toi. Laisse-moi me salir les mains avec de la terre. Laisse-moi t'aider à porter des cartons à l'aube. Laisse-moi gagner une place dans ta vie, Elena. Pas comme Alejandro Ferrer, le multimilliardaire, mais comme Alejandro, l'homme qui t'aime plus que sa propre vie et qui a été un stupide catastrophique en te laissant partir. Elena le regarda vraiment. Le titan était parti. À sa place se trouvait un homme humilié et brisé,
demandant une opportunité de reconstruire non pas ce qu'ils avaient, mais quelque chose de complètement nouveau. La colère dans son cœur, qui avait brûlé si longtemps, s'était refroidie, jusqu'à devenir des braises. À sa place se trouvait une plantule minuscule et fragile d'espoir, le même espoir représenté par l'étoile de Bethléem qu'il lui avait laissée. Elle ne lui donna pas de réponse avec des mots. À la place, elle lui fit un signe de tête petit et hésitant. C'était suffisant. Conclusion. La vraie valeur de l'artiste. L'histoire d'Elena Valdez n'est pas seulement à propos d'un baiser dramatique ou de l'excuse d'un multimilliardaire. C'est à propos de la force silencieuse qu'il faut pour reconstruire une vie de zéro, pour trouver sa propre valeur, quand le monde et la personne que l'on aimait le plus vous ont étiqueté comme une moins que rien. Elle est entrée dans ce gala comme une fleuriste et en est sortie comme la maîtresse de son propre destin. Le voyage du désamour jusqu'à l'émancipation n'est jamais facile. Mais Elena nous montre que la vraie valeur ne se mesure pas en richesse ou en statut, mais en talent, résilience et courage de se définir soi-même. Ils n'ont pas eu une fin hollywoodienne, ils ont eu un début. La promesse de cultiver un nouveau jardin à partir des ruines de l'ancien, graine après graine, jour après jour. Si cette incroyable histoire de force et de seconde chance vous a ému, montrez-le. Abonnez-vous maintenant pour plus de drames de la vie réelle qui toucheront votre cœur. Et souvenez-vous, laissez votre avis dans les commentaires sur la décision d'Elena. Nous voulons savoir si vous donneriez cette seconde chance.